Alexis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes gérant du fonds Brexit de Financière de la Cité et comme on le devine, nous allons parler ensemble du Royaume-Uni. Alors certains nous prédisaient, Alexis, que le vote des Britanniques du 23 juin 2016 en faveur du Brexit transformerait la Grande-Bretagne en pandémonium économique. Force est de constater que le Royaume-Uni est toujours debout à cette heure et n'a pas sombré dans la grande dépression que certains, beaucoup, lui prophétisaient. Néanmoins, qu'est-ce qui ferait, Alexis, qu'on aurait envie d'investir aujourd'hui dans les actions britanniques alors que les négociations avec l'Union européenne sont très très loin d'être finalisées et que la croissance britannique a nettement décéléré en 2017 et que d'après les prévisionnistes, elle devrait continuer encore à décélérer dans les années qui viennent? Oui, effectivement, vous avez raison, Vincent. La croissance britannique l'année dernière, à 1,8%, était le pire score anglais des 5 dernières années. Mais pour relativiser la contre-performance britannique, cela correspond au taux de croissance enregistré par la France qui affichait son meilleur score depuis 2011. Donc il n'y a pas eu de catastrophe en 2017, ça on est bien d'accord. Mais pour les années qui viennent, à quoi peut-on s'attendre? Surtout qu'on a l'Union européenne, je le mentionnais, qui adopte une attitude un petit peu rigide à l'égard des Britanniques. On sent bien que là, il faut faire payer le Royaume-Uni, quoi. S'il ne souhaite pas faire payer au Royaume-Uni, en tous les cas, il ne veut pas donner l'exemple à d'autres pays. Ils veulent qu'effectivement les relations, en tous les cas, soient beaucoup moins fluides hors de l'union douanière qu'à l'intérieur. Donc c'est pour éviter de donner l'exemple à d'autres pays qui auraient des velléités de sortie de l'Union européenne. De dire, eh bien, écoutez, prenez vos responsabilités, mais si vous sortez, ça ne sera pas aussi facile qu'à l'heure actuelle. Hein. Mais alors, est-ce que ça ne va pas être vraiment très dommageable pour la croissance britannique à long terme? Ça va être dommageable, effectivement, pour la croissance britannique, parce qu'on manque de visibilité. Après, c'est une question, effectivement, de perspective. Moi, je pense que pour l'instant, il y a un nuage d'incertitude qui entoure les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ça, c'est très clair. Mais je pense qu'à mesure que les discussions vont avancer, ce nuage va se dissiper parce que le Royaume-Uni est un partenaire commercial incontournable de l'Union européenne. Et je ne vois pas l'Union européenne se tirer une balle dans le pied et tirer une balle, dans tous les cas, dans son principal client. Absolument. Oui, alors, il faut qu'on donne quelques chiffres parce qu'en effet, ça, c'est bien de le dire, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut rappeler que le Royaume-Uni est le 5e partenaire de l'Allemagne, oui. En tout cas pour les exportations. Et en termes d'excédent commercial, eh bien, c'est le 2e pays à assurer un excédent commercial à l'Allemagne. Il était en 2017 de 47 milliards. Seuls les États-Unis devancent, en termes d'excédent commercial offert à l'Allemagne, le Royaume-Uni dans ce classement. Et le Royaume-Uni, pour être aussi précis, est la 5e destination de nos exportations à nous, Français. Donc en effet, on voit bien que si on leur ferme complètement la porte, on va souffrir aussi. Absolument, et je ne pense pas qu'effectivement ça soit ce que recherchent en tous les cas à la fois Michel Barnier et David Davis au Royaume-Uni. Et que certainement le Royaume-Uni, qui est un peuple de marchands, négociera un traité commercial bilatéral effectivement avec l'Union européenne. Mais là, ça pourra se faire une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne le 29 mars 2019. Donc on a encore un peu d'incertitude, il y aura encore un peu de bruit. Il faut s'attendre à ça. Absolument, il y aura un peu de bruit, tout à fait. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la livre, Alexis, parce que elle s'est dépréciée depuis le Brexit. Alors, pas dans des proportions non plus dramatiques. Hein. On n'a pas eu un effondrement total de la livre sterling, mais elle a reculé d'environ 7% entre le 24 juin 2016 et le 24 avril 2018. Cela dit, si on a un commerce qui est un peu moins fluide, une croissance qui est en berne, est-ce qu'on peut continuer à envisager une dépréciation de la livre sterling qui rendrait moins intéressant un investissement dans les actions britanniques? Alors, ça n'engage que moi, mais je pense que la livre sterling, effectivement, a fait son point bas au mois d'août 2017, donc l'année dernière. Je rappelle le contexte. Theresa May, Premier ministre du Royaume-Uni, venait de rater ses élections législatives anticipées. Elle était empêtrée dans un conflit interne au sein des conservateurs et beaucoup de commentateurs politiques s'inquiétaient de sa durée de vie, en tous les cas, au pouvoir. Elle a réussi, en tous les cas, à passer l'hiver et elle est toujours là.
Et la livre sterling ne s'est pas effondrée à ce moment-là, alors que ça aurait pu être catastrophique, effectivement, un retour, pourquoi pas, des travaillistes et de Corbyn, en tous les cas, au gouvernement anglais. Ça aurait été catastrophique, mais ça n'a pas été pricé par le marché. Après, je pense qu'effectivement, la livre sterling donc, a pâti du nuage d'incertitude qui entoure les négociations avec le Brexit. Je pense que c'est un voile qui va se lever progressivement au fil du temps, à mesure que le Royaume-Uni va discuter avec l'Union européenne de ses relations futures. Et d'autre part, la livre sterling pourrait bénéficier de flux d'investissement plus favorables de la part des investisseurs internationaux qui sont restés totalement à l'écart des actifs britanniques. Certains gérants considérant même le marché britannique comme un territoire non investissable en raison de la lourde incertitude qui pèse actuellement sur les relations avec l'Union européenne. Donc la livre sterling, pour moi, devrait être amenée à progressivement se raffermir, et ce d'autant plus que la Banque centrale, donc la Banque d'Angleterre, est dans un processus de resserrement monétaire qu'elle a entamé au mois de novembre l'année dernière. Pour lutter contre l'inflation. Absolument, qui est au-dessus, en tous les cas, de son objectif de 2%. Donc c'est un processus qui devrait se poursuivre cette année. Inflation qui érode très nettement le pouvoir d'achat des Britanniques à l'heure actuelle, puisque les prix importés ont bondi. De façon mécanique, absolument. Autre point à prendre en considération quand on veut investir dans un marché, action, c'est la valorisation. Or, on était en droit d'espérer que la valorisation des actions britanniques offrirait une décote très très significative. Mais quand on regarde la performance du FTSE entre le 24 juin 2016, donc le lendemain du vote, et le 24 avril 2018, que constate-t-on? Eh bien qu'il a progressé d'une vingtaine de pourcents, pendant que le CAC 40, lui, ça le jugeait 9,1%. Dans le même temps, la livre, je l'ai dit, s'est dépréciée de seulement 7% face à l'euro. Donc, quand on voit ces chiffres, alors sans regarder des ratios de valorisation, on se dit tout de même, le marché britannique, il n'est peut-être pas si peu cher que ça. Il y a quand même 10% de décote. 10% de décote, c'est toujours bon à prendre pour un investisseur. Je pense que dans ces 10% de décote, même si on aurait pu s'attendre à une plus grosse décote, mais je pense que c'est lié au fait que la croissance britannique, justement, c'est ce qu'on évoquait au début de ce débat, a plutôt bien tenu. 10% de décote, c'est quand même, ça reste intéressant pour un investisseur patient. Et ce d'autant plus que certains investisseurs internationaux l'ont bien vu. Je pense à des acteurs comme Melrose Industries, qui a racheté l'équipementier automobile et aéronautique GKN en début d'année, ou le laboratoire japonais Takeda, qui est en train de faire une offre sur sur Shire, absolument, le laboratoire de pharmacie de spécialité dans les neurosciences et l'hématologie. Et puis la chaîne Sky News également, Sky, qui a été rachetée en tous les cas, qui fait l'objet d'une offre en tous les cas de Comcast. Donc certains investisseurs voient d'un bon œil certains actifs relativement dépréciés par rapport à des comparables internationaux, et ce d'autant plus que les taux d'intérêt restent à des niveaux relativement attractifs, même s'ils sont en train de remonter progressivement. Oui, dans un marché où finalement la valeur est relative, cette décote, elle offre une opportunité aux investisseurs internationaux et elle déclenche des mouvements de prédation. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Absolument, et je pense que le marché anglais, en tous les cas, présente un gisement de sociétés qui peuvent faire l'objet d'une OPA ou d'une scission. Mais alors, quel type de valeur mettre en portefeuille? Ou comment jouer le marché britannique? Est-ce que, à votre avis, il faut juste acheter un tracker qui reproduit le FTSE, ou est-ce qu'il faut aller chercher certaines familles de valeurs plus que d'autres? Alors, je suis un gérant, effectivement, stock picker, je fais la sélection de valeurs, donc effectivement, Vincent, vous m'aurez compris, ça serait très difficile de militer en tous les cas pour la gestion passive et les trackers, mais je pense qu'il y a de réelles opportunités, effectivement, d'investissement pour les stock pickers, les analystes fondamentaux qui regardent des dossiers d'investissement et des sociétés valeur par valeur, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je pense, par exemple, si vous voulez jouer le thème de la reprise des investissements et de la croissance mondiale synchronisée, c'est le thème que je joue en tous les cas au sein du fonds Brexit. Vous pouvez vous exposer à des valeurs minières comme BHP Billiton, Glencore ou Rio Tinto. Et de la même façon, le marché anglais présente un gisement de valeurs industrielles très
très spécifiques, hein, positionnés, des acteurs de niche qui sont sur des technologies très pointues, qui bénéficient de la reprise des investissements dans le parapétrolier, avec les prix du pétrole qui ont fortement remonté. Il y a effectivement un gisement d'opportunités réelles pour les stock pickers. Donc ce sont plutôt des valeurs internationales? Ce sont plutôt des valeurs internationales. Effectivement, depuis le lancement du fonds fin 2016, nous avons toujours sélectionné des valeurs exposées à l'international parce que nous considérions qu'il y avait un risque sur le moral des ménages britanniques. Et effectivement, le moral des ménages britanniques a lourdement chuté depuis le Brexit. Pour deux raisons. C'est d'une part l'incertitude. Il y a beaucoup effectivement d'Anglais, en tous les cas, qui travaillent dans l'industrie financière. Hein. Les banques emploient 2 millions de personnes au Royaume-Uni et les conséquences du Brexit sont pour l'instant incertaines effectivement sur ce secteur-là. Première chose. Et d'autre part, le salaire des Anglais a progressé moins vite que l'inflation, ce qui a érodé leur pouvoir d'achat. Si vous deviez nous donner un exemple de valeur que vous avez en portefeuille qui est assez emblématique de votre stratégie d'investissement actuelle, ça serait laquelle? Alors c'est une situation spéciale, c'est un conglomérat industriel anglais qui est assez exposé au thème de la reprise des investissements. Je vais citer Smith Group, qui est une société qui est présente sur 3 divisions entre lesquelles il n'existe aucune synergie. Donc la division John Crane, qui est la division dans laquelle ils sont spécialistes mondiales des joints mécaniques pour l'industrie parapétrolière et chimique, secteur qui est en train de reprendre des investissements après 3 années de sous-investissement en raison de la chute des prix du pétrole. Leur reprise des investissements devrait permettre à la profitabilité de redémarrer. C'est également une société qui est présente sur les équipements médicaux. Et la société a l'intention de renouveler 50% de son portefeuille de produits dans les 2 prochaines années. Donc il y a des opportunités de gains de part de marché et de hausse de la profitabilité, ces produits étant plus fortement margés. Et troisième point, c'est une société qui est également présente, c'est pour faire un petit clin d'œil, à la mise en place, en tous les cas, des barrières douanières, le cas échéant, même si je ne crois pas qu'elles vont se remettre en place, c'est qu'ils sont présents sur une unité qui fait des équipements de détection de marchandises ou dans les aéroports. Et on voit une reprise très nette, en tous les cas, des investissements dans cette division-là. C'est un conglomérat tout de même. C'est un conglomérat industriel. Donc avec une des codes de conglomérat? C'est avec une des codes de conglomérat, et je pense, en tous les cas, ma valorisation de chacune des divisions prises isolément est supérieure à la valeur de l'ensemble. Donc je conserve précieusement Smith Group, qui pourrait, par exemple, faire l'objet d'un bid par un fonds de private equity. Une offre. Qui pourrait le céder également par appartement, tout à fait. Donc c'est le côté opération spéciale que vous jouez aussi à travers ce groupe. Je pense que le thème des situations spéciales, et plus particulièrement en Angleterre, est un thème, effectivement, qu'il faut jouer, en tous les cas, cette année. Alexis, merci. Merci beaucoup.